Tout comme les siècles précédents, le XXIe siècle possède son lot de crises que nous devrons soit résoudre, soit se confronter aux conséquences. Jusqu'ici, rien de nouveau. Mais à l'exception de quelques événements historiques comme la peste noire, ce qui change cette fois-ci, c'est que les crises sont d'une nature existentielle, c'est-à-dire de type tueur de civilisation. Et c'est une tendance qui ne semble pas ralentir. On pourrait faire la liste de toutes les crises et tomber dans le désespoir et le fatalisme. Je préfère éviter de vous transmettre ce que les psychologues appellent désormais la fatigue de crise. Au lieu de ça, adoptons une vue plus large sur la situation afin de voir si toutes ces crises n'en forment pas finalement qu'une seule. Pour être franc, ça n'empêchera pas d'avoir le moral dans les baskets, donc préparez un bon bout de chocolat pour la fin de la vidéo. La première crise est la plus évidente, la crise écologique. Il n'y a pas besoin de parler de vénusification de la planète, qui reste un scénario improbable, pour avoir une catastrophe existentielle liée à l'écologie. On se dirige vers une augmentation des phénomènes climatiques extrêmes, sécheresse, inondations et compagnie, entraînant une migration massive dans des hautes densités de population comme l'Inde, le Bangladesh, le Pakistan. Des dizaines de millions de personnes qui se déplacent vont causer des contraintes sur les ressources de subsistance. Tout cela augmente les chances de rupture de chaînes d'approvisionnement et des guerres sur des échelles régionales voire mondiales. On passe ainsi d'un problème écologique à une catastrophe existentielle par une succession d'effets dominos. Remplacer le premier domino par les zones mortes dans les océans, la diminution des pollinisateurs, l'érosion des sols, l'augmentation du niveau de la mer ou encore la perte de biodiversité, et vous obtenez une autre cascade d'effets catastrophiques. La deuxième grande catégorie, ce sont les technologies émergentes, en particulier celles qui sont de nature exponentielle. C'est-à-dire que chaque génération de technologie améliore la suivante, ce qui entraîne une accélération du rythme de progression d'une version à l'autre jusqu'au plateau de la courbe en S. Le problème est que la puissance de ces technologies augmente également de manière exponentielle, tout en devenant exponentiellement moins chère, ce qui signifie que davantage de petits groupes ont accès à la capacité de causer des catastrophes exponentiellement plus grandes. Ça fait beaucoup d'exponentiellement. Autrement dit, la nature exponentielle de certaines technologies peut rendre une destruction de niveau nucléaire accessible non seulement à 9 pays, mais à toutes sortes de petits groupes non étatiques. Nous sommes passés de 2 superpuissances avec une technologie catastrophique en 1949 à une multitude d'acteurs dans une dynamique de course à l'armement sur plusieurs technologies catastrophiques qui sont plus faciles à produire que les armes nucléaires. La doctrine de la dissuasion ou la destruction mutuellement assurée fonctionne avec 2 acteurs, pas avec 150. Construire des armes nucléaires nécessite des matériaux difficiles à obtenir, prend des années, coûte des milliards de dollars et une expertise scientifique de haut niveau. Le genre d'activité que l'on peut facilement surveiller. Un essaim de drones bon marché armé de systèmes de reconnaissance et d'explosifs est beaucoup plus susceptible de passer sous les radars de détection. Comment fait-on pour réguler la propagation de ce genre de technologie? Ainsi que les outils d'édition génomique amplificateurs de pathogènes ou les IA génératives de médias synthétiques menant à un deepfake apocalypse à la sauce propagande IA passant le test de Turing destructeur de démocratie. Toutes ces technologies connaissent un taux de croissance supérieur à la loi de Moore, soit dit en passant. Et lorsque l'on parle d'IA, comment ne pas inclure la généralité avec les systèmes issus entre autres de DeepMind et OpenAI? Le temps exact qu'il faudra pour produire une intelligence artificielle plus performante que les humains dans la plupart des tâches fait débat. Mais lorsque l'intelligence elle-même est le sujet d'une croissance exponentielle, le train peut aller très vite vers une destination qu'on n'aura peut-être pas la possibilité ou le temps de choisir. Et si chacun peut faire tourner une IA générale en louant du calcul sur le cloud pour 1000 €, qu'est-ce qui va se passer? On pourrait simplement dire que les technologies exponentielles décentralisent et démocratisent des capacités catastrophiques, ce qui ouvre la porte à un monde extrêmement vulnérable. Cet article académique de Nick Bostrom encapsule le mieux ce concept pour ceux qui veulent aller plus loin. J'ai également couvert en partie le sujet dans une précédente vidéo. Pour résumer, nous subissons les effets cumulatifs de centaines d'années de technologies industrielles qui nous rapprochent des limites planétaires. Ajoutez à ça la prolifération de capacités catastrophiques résultant des technologies exponentielles. Tout cela crée un paysage de crise sans précédent. Pour passer le cap de notre adolescence technologique, il nous faut résoudre tous ces risques. Mais il suffit d'échouer à un seul pour être dans un futur catastrophique. Nous devons donc vraiment adopter une approche holistique et se demander si on a vraiment un millier de problèmes différents qui sont tous séparés ou y a-t-il un motif sous-jacent. Que tous ces risques soient finalement les symptômes d'une maladie civilisationnelle chopée en cours de route à mesure que l'on a franchi les niveaux de développement. Le philosophe social Daniel Schmachtenberger appelle ça la métacrise. Et selon lui, cette collection de crises et de risques existentiels a pour motif sous-jacent un concept de la théorie des jeux appelé piège multipolaire. Prenons l'exemple de la pêche. Personne ne se lance dans la pratique de la pêche avec comme objectif de vider les océans de tous les poissons par pure cupidité. Mais à partir du moment où la pêche devient son gagne-pain, un pêcheur va devoir poursuivre ses propres intérêts économiques. S'il ne devient pas un tout petit peu plus productif que la compétition, il se retrouvera dépassé.
Donc il est incité par les forces du marché et de la compétition à trouver des moyens de pêcher toujours plus de poissons. Pareil pour ses compétiteurs. Alors c'est très bien pour encourager l'innovation, mais si aucune régulation n'est mise en place par le dieu de la pêche, alors tous les poissons finiront par être pêchés, ce qui est un résultat que personne ne voulait et qui aggrave la situation de tous les pêcheurs sur le long terme. Une course vers le bas ou un cercle vicieux. D'un point de vue extérieur, nous pouvons dire que la surpêche n'est pas une trajectoire désirable. Depuis l'intérieur du système, personne ne peut l'empêcher à cause des incitations perverses. C'est un exemple de piège multipolaire. Alors certains pourraient dire que c'est finalement la faute du Capitalisme. responsable de tout ce qui ne va pas dans le monde. En plus de ne pas être très original, c'est une simplification imprécise. Parfois, une compétition suffisamment intense est suffisante pour créer une situation où quiconque ne fait pas quelque chose de négatif sera surpassé et remplacé par ceux qui le font. Pas besoin de cupidité capitaliste. Par exemple, se doper pour gagner une compétition sportive devient une incitation perverse à partir du moment où un seul compétiteur se met à le faire. L'exemple le plus connu de piège multipolaire, je pense, c'est le dilemme du prisonnier. Je ne vais pas détailler en profondeur cette expérience, d'autres l'ont fait mieux que moi. Mais voici un bref compte-rendu. 2 voleurs complices risquent 1 an de prison, sauf si un seul des 2 prisonniers dénonce l'autre. Auquel cas, il est remis en liberté alors que le second obtient une peine de 10 ans. Si les deux se dénoncent entre eux, ils seront condamnés à une peine de 5 ans. En suivant son intérêt personnel, un voleur va opter pour dénoncer son complice afin d'être remis en liberté. Mais son complice va probablement faire de même, s'il est rationnel. Il semblerait donc que les 2 voleurs vont écoper de 5 ans de prison, alors qu'ils n'auraient pu faire qu'1 an sans se dénoncer. Cette expérience montre pourquoi 2 individus complètement rationnels pourraient ne pas coopérer, même si c'est clairement dans leurs intérêts. On a là une cause sous-jacente de beaucoup de problèmes dans le monde. Et comme l'a dit l'inventeur américain Charles Kettering, un problème bien compris est à moitié résolu. On pourrait rajouter qu'un problème mal compris est insoluble. On se rend compte que les pièges multipolaires reposent fondamentalement sur un manque de coordination entre acteurs rationnels. Si tous les pêcheurs se coordonnent, pas de surpêche. Si les voleurs se coordonnent, ils ne feront qu'1 an de prison. La crise écologique est une externalité de l'échec de coordination, causant des pièges multipolaires comme la tragédie des biens communs, le dilemme du prisonnier et l'optimisation du profit. Dès lors, comment le monde survit à la décentralisation de capacités catastrophiques et les pièges multipolaires? Si vous avez suivi, vous avez peut-être une petite idée en augmentant la coordination entre les acteurs. Et c'est finalement ce qu'il s'est passé à la sortie de 1945, lorsque l'on a réalisé que les États-nations n'étaient pas en mesure d'empêcher les guerres mondiales. Pour empêcher ce qui était à l'époque le plus gros risque, à savoir une guerre thermonucléaire, un nouveau type de structure devait être mis en place pour augmenter la coordination. De là, toutes sortes d'organisations intergouvernementales ont poussé comme des petits pois. L'ONU, FMI, Banque mondiale, l'OMC, le système de Bretton Woods, motivés par l'idée de rendre les guerres plus coûteuses que le libre-échange. Lorsque les biens ne circulent plus entre les frontières, les armées le feront. Et vu que les Allemands n'ont pas retenté le coup du plan Schlieffen, mission réussie. Cela n'a pas empêché les guerres de proxy ou les conflits locaux, mais aucune superpuissance n'est entrée en guerre avec une autre depuis 1945. Pas de 3e guerre de le monde, alors que c'était peut-être le scénario par défaut. Certains diront que c'est positif. Par contre, on voit clairement le revers de la médaille. Une incroyable période de croissance économique qui nous a amenés plus rapidement vers les limites planétaires. On voit aussi que les chaînes d'approvisionnement étroitement interconnectées à travers le globe augmentent la fragilité du système, puisqu'un problème local affecte désormais le monde entier. #Covid. L'idée d'augmenter la coopération était bonne, bien qu'imparfaite. Mais ce système post-Deuxième Guerre mondiale est en train de s'essouffler, et surtout il n'est pas adapté pour faire face à la métacrise. Peut-être qu'il faut tourner le curseur de la coordination encore plus. Si demain les extraterrestres arrivent sur Terre et tapent du coin de la table, Bon, c'est fini les conneries, à partir de maintenant, on va prendre en charge le bordel. il y a de grandes chances pour que la crise écologique et les technologies exponentielles soient relativement sous contrôle. Le problème de coordination serait réglé pour ainsi dire. C'est une idée aussi vieille que la philosophie occidentale, avec le roi philosophe, que Platon revendiquait comme étant la meilleure forme d'organisation. Évidemment, le problème c'est que le roi est plus souvent un tyran qu'un philosophe, si on en croit l'histoire. Pour prévenir les catastrophes, on a besoin d'une structure de contrôle qui fait appliquer des règles sur toute la planète. Après tout, des accords internationaux sans mesures coercives ne servent pas à grand chose. Mais une structure qui a un monopole sur la violence et la promulgation de la loi aura forcément un très gros pouvoir sur le monde, surtout à cette échelle-là. Le spectre 1984 Big Brother se fait sentir. Et on arrive au deuxième concept de Daniel Schmachtenberger, les attracteurs. Un attracteur est cette idée que dans un système très complexe, nous ne sommes peut-être pas en mesure de prédire exactement le chemin que prendra quelque chose, mais il est possible de deviner une certaine direction, comme s'il existait un effet d'attraction. Une analogie pour comprendre cette idée est d'imaginer un funambule. Sa situation se trouve entre 2 attracteurs. Le premier, c'est la gravité qui l'attire vers le bas.
ce qui rend la chute probable. Le deuxième attracteur, c'est en quelque sorte l'équilibre sur la corde. Donc l'attracteur chute et l'attracteur équilibre exercent une force d'attraction sur le funambule. Et on peut prédire avec une grande certitude que le futur du système funambule sera l'un des deux attracteurs. La civilisation est dans une situation similaire. Nous sommes attirés par une force menant à des catastrophes existentielles en raison de la décentralisation des technologies émergentes et les pièges multipolaires. Et pour contrer cet attracteur catastrophe, nous avons la tentation de centraliser le contrôle et la coordination, ce qui mène dangereusement vers l'autoritarisme. On est coincé entre deux attracteurs suboptimaux. Vous pouvez parfaitement tout coordonner par quelqu'un qui a une vue d'ensemble, mais vous risquez Staline. Déjà aujourd'hui, en Occident, beaucoup voient l'approche adoptée par la Chine comme étant dystopique, et ce n'est qu'un avant-goût du type d'état-surveillance nécessaire pour se prémunir de la métacrise. Ou vous pouvez être totalement libre de toute autorité centrale, mais vous êtes coincé avec les pièges multipolaires et les risques qu'ils créent. Attracteur décentralisation contre attracteur centralisation. Attracteur catastrophe contre attracteur dystopie. C'est un choix entre mauvais et terrible. Daniel Schmartenberger suggère que nous devons configurer un troisième attracteur pour sortir de ce choix faustien. Et j'aimerais pouvoir vous dire que ce troisième attracteur est parfaitement établi, qu'on peut chanter Kumbaya en dansant le long d'une rivière magnifique, en mangeant des noix de cajou par exemple. Mais la réflexion est en cours, plus de questions que de réponses à ce stade, j'en ai bien peur. En revanche, on peut identifier certains éléments qui pourraient configurer un nouvel attracteur. Les pièges multipolaires ont tendance à être opaques, puisque chaque acteur essaie d'avoir un avantage informationnel. Lancer une attaque surprise sur l'ennemi ou dévoiler une innovation secrète sur la compétition incite les acteurs à cloisonner l'information et au secret. On pourrait donc se dire qu'injecter plus de transparence dans le système est une bonne idée. Si on a de la surveillance du haut vers le bas, on doit exiger une surveillance du bas vers le haut, pour que quiconque en position de pouvoir puisse rendre des comptes. Nous devons améliorer fondamentalement la coordination humaine sans pour autant voler trop près de l'attracteur dystopie. Nous devons supprimer les incitations perverses en identifiant catégoriquement où se trouvent les institutions, agents ou entreprises qui sont profondément mal alignés sur les biens communs. Et comment corrige-t-on ceux qui ne le sont pas ? La réduction des CHC, qui faisait un sacré trou dans la couche d'ozone, c'est un exemple de coordination internationale réussie, malgré les intérêts économiques opposés à ces mesures. Ça doit servir de motivation. Un troisième attracteur doit fondamentalement mener vers un monde où on évite les catastrophes décentralisées grâce à des structures qui, bien qu'ayant un fort pouvoir de coordination, possèdent des pouvoirs et contre-pouvoirs dans le système pour s'assurer le minimum de corruption. De nouveaux modes de gouvernance doivent être inventés qui reposent sur les technologies de notre époque et pas celles du 19e siècle. La blockchain, démocratie 2.0, l'IA personnalisée feront peut-être partie de la solution. Ainsi, peu importe sa forme, le troisième attracteur est peut-être le seul moyen pour passer le cap du 21e siècle sans trop se brûler les ailes et franchir le précipice, pour reprendre la métaphore de Toby Ord. Après tout ça, on pourrait se dire que c'est terrible et sombrer dans le désespoir. C'est le moment de manger le bout de chocolat. Pas la tablette, juste un bout. Mais rappelez-vous qu'un problème bien compris est à moitié résolu. Donc ça se trouve qu'on a un petit peu compris le problème là. Je sais pas, mais peut-être. Enfin voilà, moi j'ai beaucoup d'intérêt pour la macro-histoire. Des tentatives de prendre du recul, de systématiser les crises et nos choix, et d'essayer de créer une carte qui ressemble plus au territoire. Ce modèle par Daniel Schmartenberger est très intéressant, même s'il n'est pas infaillible aux critiques. Il a d'ailleurs fondé The Consilience Project, un groupe de réflexion qui publie des recherches sur l'atténuation des risques et la conception de nouveaux systèmes sociaux. C'est donc l'endroit idéal pour suivre le développement de ces idées si vous avez envie d'approfondir tout ça. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une approche qui résume bien notre situation ? Qu'est-ce qui pourrait faire office de troisième attracteur selon vous ? Dites-moi tout ça dans les commentaires, merci encore, c'est vraiment grâce à vous que je peux faire ces vidéos par exemple, et que ce flair peut prospérer. Donc ça c'est cool. Bon en fait on prépare pas du tout mais c'est quand même cool. On a une ambition, on va dire, plutôt. Voilà, en tout cas, merci encore. Et place à l'outro que je fais. Boum, outro. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner pour découvrir nos prochains épisodes toujours consacrés au futur. Et n'hésitez pas à explorer nos précédentes vidéos et podcasts dans les différentes playlists. Merci de cliquer sur j'aime ou j'aime pas, afin de nous rendre plus visibles aux algorithmes de YouTube, ce qui aide la chaîne à croître. Si vous avez des remarques ou un avis à donner, les commentaires sont là pour ça, et vous pouvez aussi rejoindre le Discord The Flares, lien dans la description. Et enfin, sur le site the-flares.com, nous produisons du contenu exclusif premium, comme des documentaires ou des résumés audio de livres. L'avenir est une nuit noire dans laquelle nous ne pouvons pas nous permettre d'avancer aveuglément. C'était Gaëtan pour le collectif The Flares. Nous sommes vos fusées éclairantes. Nous sommes The Flares. Merci et à bientôt.